Buonasera, vi chiederete perché un ticinese faccia un intervento in francese ad un evento che si tiene a Lugano. Me lo sono chiesto anch'io, credo di aver capito dopo l'intervento del professor Martignoni, penso sia stato un gesto di benevolenza nei miei confronti, visto il mio italiano farcito di espressioni magari in francese, qualcuno in dialetto, di permettermi di evitare un confronto. Battute a parte, sapete che questa manifestazione organizzata da Adicasi con la partecipazione di Arodems, quindi l'associazione romanda e ticinese dei direttori di case per anziani, è presente una folta delegazione proveniente dalla Svizzera romanda e quindi si è pensato di organizzare un intervento in francese. Immagino che abbiano pensato a me in funzione della mia traiettoria. Ho vissuto tra il Ticino e Ginevra e Losanna anche in parte. Passo quindi al francese en remerciant Arodems pour cette invitation. Les questions à la fin, vous pourrez les poser à la fois en italien ou en français sans aucun problème. Alors, on m'a demandé de commencer par fournir, surtout aux invités romans, quelques éléments sur le monde de l'accompagnement et de l'hébergement des personnes âgées au Tessin. Puis je dirais juste un mot sur le Centro Competenze Anziani, donc ce centre de la SUPSI que je dirige. Et finalement, je vais partager avec vous quelques réflexions dans le but d'imaginer qui pourraient être les résidents des EMS de demain. Donc pour les Tessinois, EMS, établissements médico-sociaux, sono le case per anziani. Je vous précise aussi que je ne suis pas un devin, je ne suis pas un astrologue, je suis tout simplement un sociologue. Donc, je ne suis pas sûr que j'arriverai vraiment à proposer un identikit des résidents de demain. Alors, vous savez que le Tessin est le canton avec les taux de personnes âgées et de personnes très âgées les plus élevés en Suisse. Il y a 22,3% de la population qui a 65 ans et plus. Ça représente à peu près 80 000 personnes. Il y a 6,6% de la population qui a déjà fêté les 80 ans. Ça fait à peu près 25 000 personnes de 80 ans et plus au Tessin. Qu'est-ce qu'il en est de la prise en charge de ces personnes âgées, d'une partie de ces personnes âgées, de celles qui en ont besoin? Selon une typologie proposée il y a quelques années par l'Observatoire suisse de la santé, que vous connaissez sans doute, le Tessin se trouve en compagnie de la plupart des cantons de Suisse romande, en tout cas Genève, Jura, Neuchâtel et Vaud, et se caractérise par un taux d'institutionnalisation plus bas que la moyenne suisse, par un âge moyen d'entrée en EMS élevé, par une durée moyenne de séjour parmi les plus courtes, et aussi par un faible nombre de résidents en relative bonne santé. Ceci s'explique par le fort et précoce développement des services d'aide et de soins à domicile et par la volonté politique de permettre à la personne âgée de rester chez elle le plus longtemps possible. Et on le retrouve avec un fort recours aux aides et aux soins à domicile. Je n'ai pas le temps de m'allonger sur les raisons de ces différences au niveau suisse, entre une Suisse latine, où on met l'accent surtout sur les aides à domicile, et une Suisse alémanique avec des taux d'institutionnalisation plus élevés. Éventuellement, on y reviendra dans la discussion. Au Tessin, c'est l'Ufficio degli Anziani e delle Cure a Domicilio, l'Office des personnes âgées et des soins à domicile, dirigé par Francesco Branca, qui s'occupe de la planification, du financement, de la réglementation, du contrôle et de la promotion de la qualité des structures et des services destinés aux personnes âgées sur le territoire cantonal. Il y a une volonté claire de dépasser la dichotomie classique entre domicile et institution, cela bien que ils doivent, nos collègues politiciens responsables de ces bureaux, ils doivent encore faire référence à deux lois distinctes, la Legge Anziani, la LANS, et la loi sur l'assistance et soins à domicile.
L'Office pour les personnes âgées et les soins à domicile est subdivisé en 3 secteurs. En premier secteur, qui s'intéresse aux structures pour les personnes âgées, essentiellement les EMS, mais aussi les appartements protégés. En ce qui concerne les EMS, il y en a un peu plus d'une soixantaine. Ça représente au total plus de 4300 lits. La plupart sont reconnus et financés sur la base de la LANS. Certains sont gérés par des communes ou des consortiums qui réunissent des communes, d'autres par des fondations publiques et privées. Et puis, il y a une petite dizaine d'institutions, d'établissements privés qui ne sont pas reconnus par cette loi, mais reçoivent des financements pour ce qui concerne les soins dans le cadre de la LAMAL. Nous avons, si vous connaissez un peu la géographie du canton du Tessin, nous avons des EMS situés dans des centres, Lugano, Locarno, Bellinzone, etc. D'autres qui sont situés dans des vallées. Au cours des dernières années, des dernières décennies, dans les régions périphériques, certains établissements hospitaliers ont été transformés, au moins en partie, en EMS. Certains appartiennent, en tout cas appartenaient à des congrégations religieuses. Surtout dans la région de Locarno, en jaune, est assez forte la présence de résidents d'origine suisse-allemande, un phénomène typiquement tessinois. Bref, il y a une certaine diversité et aussi, comme le montrent très bien les stands que vous avez pu voir, ou que vous pourrez voir par la suite, beaucoup de projets novateurs et originaux qui caractérisent les EMS du canton. Deuxième secteur qui concerne l'assistance et les soins à domicile. Alors, il n'y a pas une institution cantonale telle IMAD à Genève ou une pléthore de centres médico-sociaux, comme c'est le cas dans les cantons de Vaud, du Valais, mais il y a 2 types de services d'aide et de soins à domicile. Des services d'intérêt public, ce qu'on appelle les SACT. Il y en a 6 qui sont repartis. Il y en a un pour chacune des 6 régions. Et puis, il y a des services d'intérêt privé, ce qu'on appelle les OHID, concentrés surtout dans les centres. Presque la moitié sont situés dans la région de Lugano. Puis, il y a aussi des infirmières indépendantes, des infirmières et des infirmiers, mais surtout des infirmières indépendantes qui ont établi des contrats de prestation avec le canton. Et puis, vous l'imaginez bien, toute une série de services privés non reconnus, certains qui proposent des offres intéressantes et d'autres un peu plus douteuses. Le troisième service, qui a pour titre maintien à domicile, s'occupe des prestations pour permettre de rester chez soi le plus longtemps possible. Ça englobe les services d'appui, donc classiquement les foyers de jour, les repas à domicile, système d'appel à l'aide, services de transport, etc. Plus typique pour le Tessin, même si ça existe dans d'autres réalités, je pense au canton de Fribourg, ce qu'on appelle les aiuti diretti, c'est-à-dire un soutien financier versé directement à la personne âgée dépendante dans le but d'éviter l'entrée en EMS. Et puis aussi les badanti, auxiliaires de vie ou assistants de vie, je ne sais jamais très bien comment traduire en français, qui a une grande importance aussi dans ce canton. Je ne suis pas un spécialiste de la question, je ne suis pas sûr qu'il y en ait plus au Tessin qu'ailleurs, mais ce dont je suis à peu près certain, c'est qu'il y a une plus grande reconnaissance de ce phénomène au Tessin. Déjà le fait d'avoir ce nom qui est entré dans le langage commun, ce terme de badanti. Il y a aussi des associations comme Opera Prima qui s'occupent un peu de tout ce secteur. Complète l'offre, les proches aidants, évidemment, les bénévoles, des logements spécialement conçus pour les personnes âgées. Une autre spécificité du Tessin, c'est d'avoir impliqué l'université, en premier moment l'université de Suisse italienne, maintenant la SUPS, donc l'HES de Suisse italienne, dans la mise en place d'un système de contrôle de la qualité perçue des structures et des services. Donc, un mot rapidement sur le centre que je représente ici.
Je ne sais jamais comment traduire, je pense qu'il n'y a pas de traduction en français. Je traduirai centre sur le vieillissement. Créé en 2011, il propose des formations de base, formation continue, dispose d'un centre de documentation, réalise des recherches dans le but de promouvoir la qualité de vie et le bien-être des personnes âgées, de leurs proches ainsi que des professionnels qui s'en occupent. On dispose d'une équipe d'une quinzaine de personnes, multidisciplinaires et multiprofessionnelles. Et je mettrai à disposition la présentation. Si vous êtes intéressé, vous pourrez visiter notre site internet. En termes de recherche et de prestation de services, très important pour nous est le mandat que le canton nous a attribué depuis plusieurs années déjà. Le projet que nous on appelle dans notre jargon SODI, par satisfaction. C'est une enquête sur la satisfaction de la part des usagers, du personnel et de quelques membres de la famille par rapport aux structures et services pour les personnes âgées du canton du Tessin. Donc, le canton a décidé d'accorder une importance particulière à la composante de la qualité perçue, donc subjectivement, dans le système des contrats de prestation dans le secteur socio-sanitaire. Le but n'est pas d'établir un classement, n'est pas d'attribuer ou d'enlever des étoiles aux EMS, pas du tout, mais de fournir aux institutions un instrument stimulant pour le développement et la rénovation continue de leur offre de services, pour favoriser aussi le flux constant d'informations entre les différents acteurs, ceux qui travaillent, ceux qui vivent dans les EMS. Vous voyez un peu le projet. Il y a une première phase d'expérimentation entre les années 2006 et 2011, puis une première mise en œuvre entre 2012 et 2015 pour les EMS. Après, il y a une partie aussi qui concerne les services d'aide de soins à domicile. Et l'idée maintenant, c'est d'avoir des enquêtes régulières. On parle de tous les 3 ans pour ce qui concerne les résidents et les membres de la famille, peut-être tous les 6 ans pour le personnel. Notre équipe, donc dirigée par Luisa Lomazzi, prête une importance particulière à la restitution des résultats qui sont donc régulièrement présentés à toutes les parties intéressées, donc les directions, les membres du personnel, mais aussi les résidents et les membres de la famille. Et le but de notre équipe est celui d'accompagner les institutions dans des parcours de transformation et d'amélioration, parfois même de changement culturel et des mentalités. J'en viens maintenant au thème central de mon intervention. Qui seront les résidents de demain ? Il y a une thèse sous-jacente à cette question qui prétend que les résidents de demain seront différents de ceux d'aujourd'hui. Et on peut se demander pourquoi ils le seront. Je vois 2 possibles explications. La première, c'est que les raisons d'admission en EMS, les raisons d'entrée dans les institutions vont changer. Par exemple, suite à des nouveaux choix politiques, à une pénurie, voire même au contraire une abondance de lits, au développement de solutions alternatives, etc. Et puis la deuxième possible explication, c'est que les personnes âgées, dans leur ensemble, vont changer. Alors, selon moi, c'est possible que les raisons d'admission changent à l'avenir, surtout si l'on pense à ce qui s'est passé au cours des dernières décennies, élévation de l'âge d'entrée, l'âge d'admission, donc on entre de plus en plus tard, des nouveaux résidents de plus en plus atteints dans leur santé, que ce soit du point de vue physique et psychique. Je me souviens, lorsque je réalisais ma thèse de doctorat, j'allais interviewer des personnes qui venaient d'entrer dans les EMS à Genève et en Valais central. En Valais, il y avait encore des personnes célibataires qui s'installaient en EMS à un âge relativement jeune et avant que la vie ne devienne trop lourde à assumer. Ce sont des cas qui n'existent quasiment plus dans les EMS, en tout cas au Tessin, j'imagine aussi en Valais. C'est aussi une évolution qui a entraîné une forte médicalisation de ces structures, je ne vous apprends rien, et qui met aussi à rude épreuve
les directions, le personnel en général, avec cette tension toujours entre des lieux qui se veulent de lieux de vie, mais des lieux aussi où l'on va mourir, où l'on reste de moins en moins de temps. Voilà. Est-ce que cette évolution va se poursuivre? Jusqu'où peut-on repousser l'entrée en EMS? N'a-t-on pas atteint des limites? C'est pour ça que je dis que c'est possible, mais j'en suis pas sûr qu'on arrivera vraiment à changer à l'avenir les raisons d'admission. Mais en tout cas, je reviendrai sur cet élément dans la conclusion. En revanche, c'est certain que les personnes âgées dans leur ensemble vont changer. Leur nombre, leurs caractéristiques, leurs besoins, leurs ressources, leurs attentes, leurs souhaits changent au fil du temps, à l'image du monde qu'elles habitent, en conséquence des transformations sociales. Alors, grâce à un démographe allemand du 19e siècle, Wilhelm Lexis, nous disposons d'une méthode très simple pour représenter ceci sur un graphique. On peut mettre sur l'axe vertical l'âge des individus, sur l'axe horizontal le temps historique. Nous pouvons rajouter des âges significatifs au symbolique, les 20 ans, 65 ans, l'âge en général où on va à la retraite, 80 ans, etc. Nous pouvons aussi rajouter des repères historiques. Là, par exemple, j'ai indiqué la Seconde Guerre mondiale, les événements de mai 68, la chute du mur de Berlin, les attentats du 11 septembre, des événements liés plutôt à la politique de la vieillesse, donc l'introduction de l'AVS, la loi sur la prévoyance professionnelle. En violet, on pourrait continuer, rajouter d'autres éléments. Quand c'est diffusé l'utilisation, c'est généralisé l'utilisation des emails, c'était à peu près dans la moitié des années 90. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en traçant des diagonales, on peut suivre le destin d'individus ou de groupes d'individus. Et ceci nous rend attentifs à un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, qu'il est essentiel de tenir compte du passé de la personne âgée, de son parcours de vie. La situation présente d'une personne âgée dépend au moins en partie de ce qu'elle a vécu, de ses expériences dans le passé. Mais aussi, il faut tenir compte du contexte socio-historique des mondes sociaux dans lesquels leurs trajectoires se sont déployées. Les époques traversées, les événements historiques vécus, etc. Et ce n'est pas la même chose d'avoir un âge donné, ça peut être 20 ans, ça peut être 65 ans, ça peut être 80 ans, en des époques différentes. Ce n'était pas la même chose d'avoir 65 ans en 1930, il n'y avait pas l'AVS, plutôt que de l'avoir dans les années 60, 70 ou encore aujourd'hui. Ce n'était pas la même chose d'avoir 20 ans pendant la Seconde Guerre mondiale ou en 1968, par exemple. De même, l'impact d'un événement historique, mai 68, l'arrivée d'une nouvelle technologie, d'une innovation technologique, varie selon l'âge des individus au moment de l'occurrence de cet épisode historique. Alors, je n'ai pas tiré au hasard cette ligne verte. C'est une personne qui est née en 1935, qui a aujourd'hui entre 83 et 84 ans. Comme par hasard, au Tessin, l'âge moyen d'entrée en EMS est actuellement de 83,4 ans. Donc, c'est la personne qui entre aujourd'hui à l'âge moyen en EMS. Évidemment, il y a des personnes plus jeunes qui entrent en EMS et évidemment aussi des personnes plus âgées. Et on peut faire son histoire, reparcourir un peu son parcours, voir que cette personne née en 1935, elle avait 25 ans en 1955. Si c'était un homme, elle allait à la retraite à l'âge canonique, elle y allait en 2000, c'était une femme un petit peu avant, etc. En général, les personnes, la plupart des personnes en tout cas qui vivent en EMS aujourd'hui ou qui ont transité au cours des dernières années appartiennent à des générations nées au début du XXe siècle, des personnes nées au cours d'années difficiles qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Parfois, il y a encore des personnes en EMS qui ont souvenir de la première, même s'ils étaient tout petits et si malheureusement ils sont en train de nous quitter. C'est des personnes formées à l'école de la vie dure, du travail, de l'épargne, parce qu'il y a du Tessin souvent, selon les régions, en lien très fort avec la terre aussi. C'est des personnes qui, dans l'après-guerre, ont profité, mais ont aussi contribué activement à l'amélioration des conditions de vie et aux changements incroyables qui accompagnent les 30 Glorieuses.
Donc inutile de vous faire toute la liste que vous connaissez, le développement de la consommation, du temps libre et des loisirs, la pilule contraceptive, le développement de la politique sociale, etc., etc. Ce sont des personnes qui ont atteint l'âge de la retraite dans les années 80-90, marquées par certaines incertitudes, le retour en force du chômage par exemple, la mondialisation, des nouvelles technologies que parfois ils ont de la peine à comprendre, à savoir utiliser. Et ces personnes sont arrivées dans la vieillesse, dans le grand âge, en bénéficiant d'un encadrement médico-social sans précédent et aussi dans un contexte où on privilégiait une politique de maintien à domicile le plus longtemps possible. Ça n'a pas toujours été comme ça. La première commission désignée par le Conseil fédéral dans les années 60 pour étudier les problèmes liés à la vieillesse préconisait des prises en charge en institution, et c'est seulement avec la deuxième commission à la fin des années 70 et surtout la troisième du milieu des années 90 qu'on a mis l'accent sur le maintien à domicile. Alors, dans quelle mesure ces personnes sont différentes de cette génération qu'on a déjà mentionnée aujourd'hui, les baby-boomers, donc une génération particulièrement nombreuse, personnes nées entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la moitié des années 60, qui n'ont pas connu de guerre, qui ont vécu dans une société d'abondance, qui avaient 20 ans, cette époque mythique qui va entre la fin des années 60 et le début des années 70, qui ont appris à utiliser les nouvelles technologies, l'ordinateur pendant leur vie active, et qui arrivent actuellement en masse à l'âge de la retraite. Donc comment ces histoires différentes se traduisent en des conditions de vie particulières à l'âge de la retraite. Alors, voyons quelques transformations qui ont pu être observées en Suisse grâce à la répétition d'un certain nombre d'études. Je fais référence à des études qui ont été réalisées par le Centre de gérontologie de l'Université de Genève, une première en 1979, une deuxième en 1994, une troisième en 2011. Les deux premières ont été menées à Genève et en Valais centrale, la troisième également au Tessin et en Suisse alémanique, sur des échantillons représentatifs de la population 65 ans et plus. Je ne vais pas entrer dans les détails méthodologiques. Voyons d'abord comment évaluer au cours de ces trois moments, de ces trois périodes, le niveau de scolarité et le statut professionnel. Donc, je vous ai indiqué les chiffres pour les trois enquêtes, et puis j'ai quand même mis les données du Tessin à titre de comparaison pour 2011. Tout d'abord, une élévation spectaculaire du niveau d'éducation. En 1979, 2/3 des personnes âgées s'étaient arrêtées à la scolarité obligatoire. Ils sont à peu près une personne sur 5, ils étaient à peu près une personne sur 5 en 2011, elles seront certainement encore moins nombreuses aujourd'hui. Une transformation aussi de la structure socio-professionnelle avec une baisse notamment des professions manuelles et non qualifiées. La moitié des personnes avaient exercé des professions de ce type en 1979, elles sont à peu près 10%, elles étaient à peu près 10% en 2011. Par exemple, en Valais, on a vu une baisse des agriculteurs qui représentaient quand même 15% en 79. Il n'était plus que 2% en 2011. À Genève, surtout des ouvriers dentières, on a passé à moins d'un dixième. En ce qui concerne la santé, on a pu observer au cours de ces dernières décennies en Suisse une significative embellie de la santé, avec notamment une diminution de la proportion des personnes atteintes de problèmes ou d'incapacités. Je vous donne juste un exemple là, c'est la proportion de personnes qui dépendent de l'aide d'autrui pour accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne, les ADL, vous les connaissez bien. Eh bien, on voit que la courbe se déplace vers la droite, ce qui signifie qu'à tous les âges, il y a une baisse du pourcentage de personnes qui sont dépendantes, qui dépendent d'autrui pour accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne. Il y a aussi une amélioration de la santé auto-évaluée. Semblerait-il qu'il y ait une diminution de la prévalence de personnes atteintes de démence, etc. Je vais assez rapidement. En ce qui concerne la situation économique, si dans le passé, et en tout cas avant l'introduction de l'AVS, vieillesse rimait souvent avec misère, la situation économique des retraités s'est significativement
amélioré au cours des dernières décennies, grâce par exemple au développement de la prévoyance professionnelle du deuxième pilier. Les retraités, on ne le voit pas ici, mais disposent également d'une fortune supérieure au reste de la population. C'est moins le cas pour le Tessin, mais pour le reste de la Suisse, les différences sont très marquées. Ils sont plus souvent propriétaires de leur logement, et s'ils ont déjà payé toute une partie de l'hypothèque à la banque, ben, évidemment, ils ont moins de dépenses, ils n'ont pas de loyer, ont un loyer moindre à payer. Tout cela ne signifie pas que toutes les personnes âgées soient riches. Quand on avait présenté ces données la première fois, le risque c'était un peu de tomber dans l'autre extrême. Il y a toujours, il persiste encore des poches de pauvreté. Au Tessin, par exemple, une personne âgée sur 5, entre 65 et 80 ans, et 2 personnes sur 5 de 80 ans et plus vivent dans une situation, si ce n'est de pauvreté, de précarité économique. Et puis ces trends positifs, je me réfère là à la santé et à la situation économique, ces tendances sont-elles vouées à se poursuivre à l'avenir? Il y a des signes inquiétants qui concernent les nouvelles personnes âgées ou les futures générations. Il faut savoir que ces améliorations ne sont pas des processus inéluctables. Il ne s'agit pas de conquête définitive. On a réussi à améliorer la situation économique, la santé de l'ensemble de la population âgée, mais il se pourrait aussi qu'à l'avenir, on connaisse des développements différents. Quels seront par exemple les effets des modes de vie comme la sédentarité, des comportements alimentaires qui provoquent par exemple de l'obésité, le tabagisme, d'autres comportements à risque sur la santé. Quels sont les effets, on commence à les mesurer, de la crise économique, de la grande récession, ou encore de trajectoires professionnelles moins linéaires, faites d'interruptions, de périodes de chômage, sur la situation économique des personnes âgées. Ce que l'on observe, c'est que il semblerait qu'on assiste à une augmentation des inégalités. Donc certains continuent de profiter des progrès, mais d'autres restent un peu en retrait. Alors, vie familiale et relationnelle. En ce qui concerne l'état civil, l'espérance de vie augmente pour les individus, mais je dirais aussi pour les couples. On vit plus souvent, on vit plus longtemps en couple, donc proportion de personnes veuves diminue. Et puis, ce n'est pas une surprise, l'augmentation du pourcentage de personnes qui sont passées par une séparation, un divorce, augmentation bien sûr qui va continuer au cours des prochaines années. Plus intéressant, c'est que contrairement à ce que l'on croit souvent, la part de personnes âgées qui n'a pas d'enfants, elle n'a pas augmenté au cours des dernières années, mais au contraire, la part de personnes qui n'ont pas d'enfants, elle a diminué. Et on le revoit sur le graphique, on parle souvent de la génération des baby-boom, des baby-boomers, génération particulièrement nombreuse. Eh bien, les personnes que nous avons étudiées jusqu'à présent, les personnes qui sont ou qui étaient dans les EMS à ce stade, eh bien, sont les parents des baby-boomers. Donc, des gens qui ont eu plusieurs enfants, dont la plupart ont eu des enfants. Évidemment, ce ne sera pas le cas à l'avenir quand les baby-boomers arriveront, eux, dans le grand âge. J'ai juste mis un chiffre concernant le sentiment de solitude. Là aussi, c'est un phénomène souvent surestimé. Bon, on pourrait discuter sur la manière de le mesurer, etc. Là aussi, on observe une baisse. À peu près une personne âgée sur 10 qui souffrirait de solitude aujourd'hui. Problème de solitude qui augmente quand même avec l'âge et surtout avec le processus de fragilisation. Et puis faisons attention, il s'agit d'un phénomène minoritaire, 12% au Tessin, 10% des jeunes retraités, 20% des octogénaires et plus. Et bien cela, ça représente tout de même pour le Tessin 10 000 personnes qui souffrent de solitude. Donc si on réfléchit en termes de pourcentage, la photo elle est un peu différente que lorsqu'on s'intéresse aux personnes. On parlait avant de l'âme, de l'âme des personnes, etc. N'oublions pas que derrière ces chiffres, il y a quand même des individus qui ont des besoins, des souffrances parfois.
je ne vais pas m'étaler sur ce graphique qui est un peu compliqué, mais en général, si la cohabitation intergénérationnelle est en déclin, on observe que souvent, au moins un enfant vit à proximité des parents âgés. Et puis surtout, la recherche ne montre aucun déclin de la solidarité familiale. Encore une fois, que se passera-t-il avec les baby-boomers? Mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de diminution de la solidarité familiale. En ce qui concerne l'interaction entre les aides formelles, donc les aides des professionnels, et les aides informelles, donc les aides des membres de la famille, d'amis, connaissances, voisins, etc. La recherche a montré qu'il n'y a pas de substitution. Ce n'est pas parce que l'État intervient que les familles abandonnent leurs parents âgés, mais il y a plutôt une complémentarité entre les deux. Et puis surtout, on retrouve des différences entre les générations en ce qui concerne les styles de vie et les valeurs. Je vais juste me limiter à 2 exemples. Le pourcentage de personnes qui ont une pratique sportive régulière, donc au moins une fois par semaine, qui a nettement augmenté au cours des décennies. C'est dû en partie à l'amélioration générale de l'état de santé, mais c'est dû surtout à un changement dans les habitudes et les mœurs. Pensez dans les années 70 à un homme âgé faisant du jogging ou à une dame âgée se montrant en maillot de bain pour aller à la piscine. Ça ne se faisait pas. Alors qu'aujourd'hui, il y a une promotion de toutes ces activités. Plus intéressant encore, nous avions toute une série d'affirmations qu'on soumettait aux personnes et puis on leur demandait dans quelle mesure elles étaient d'accord avec ces phrases. Celle-là, la place de la femme est d'être à son foyer dans son ménage. Plus de 2/3 des personnes âgées adhéraient à cette idée-là à la fin des années 70. On est à moins de 1 sur 5 aujourd'hui. Vous voyez que le Tessin, c'est un peu plus élevé, mais si on divise les résultats de Genève et du Valais, on est pire que Genève, mais mieux que le Valais. Bon, voilà. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il y a une parfaite égalité entre les genres, mais déjà, en tout cas, dans les mentalités, il y a eu une évolution. Il y a eu aussi, évidemment, une évolution dans l'utilisation des nouvelles technologies. Vous le savez très bien, si des personnes âgées ne savent pas utiliser des nouvelles technologies, ce n'est pas parce que le vieillissement biologique leur empêche de faire ça, mais c'est parce qu'ils ont été socialisés dans des sociétés où ces instruments n'existaient pas. Donc c'est plutôt l'appartenance générationnelle qui explique des différences à ce niveau-là. La place de la religion change aussi dans la vie. Les personnes sans confession augmentent dans les nouvelles générations, etc. Donc une importance accordée à l'individualisme et à l'autonomie, à l'épanouissement personnel, à la réalisation de soi plutôt qu'au dévouement. Il y a même une injonction à prendre en main sa vie, à avoir des projets, à réussir sa vie. Il faut réussir son passage à la retraite, il faut réussir sa vieillesse. Parfois, dans ces discours, je trouve aussi, comme ceux qui m'ont précédé, qu'on va un peu trop loin. Il faudrait peut-être foutre un peu la paix aussi à certaines personnes âgées qui n'ont pas envie de suivre tous ces programmes. Voilà, donc les personnes âgées de hier se distinguent à plusieurs égards de celles d'aujourd'hui, qui, à leur tour, auront peu en commun avec celles de demain. Et en conclusion, il faut donc se préparer dans les EMS à les accueillir, ces personnes. Donc il faut être prêt tout d'abord à modifier les représentations que l'on a de la personne âgée, à remettre en question les modèles du passé ou même les modèles d'aujourd'hui, savoir que les personnes qu'on a rencontrées, qu'on a accompagnées jusqu'à aujourd'hui, elles sont différentes de celles qui arriveront dans les années à venir. Il faut adapter la prise en charge. Là aussi, on a déjà donné quelques exemples liés aux habitudes et aux goûts alimentaires, aux animations préférées, les nouvelles technologies. Pensez aussi à une plus grande ouverture dans la population, dans les nouvelles générations, par rapport à des pratiques comme le suicide assisté, par exemple. Donc, c'est toutes des questions qu'il faut prendre en considération. Et puis, savoir qu'on fait face à des personnes qui ont des attentes diverses, qui sont peut-être plus exigeantes et qui souhaitent, pour autant que la santé le leur permet, évidemment, des personnes qui souhaitent garder une prise sur leur existence, rester les sujets, rester les maîtres de leur vie, qui souhaiteraient prendre des décisions, participer à la vie de l'institution. Dans le projet SOD, on le voit très bien, les résidents
participent de manière de plus en plus consciencieuse et active. Ils veulent donner leur avis. Parfois, ils sont même plus critiques, mais pas parce que la situation est pire que par le passé, mais parce qu'ils osent plus se mettre en avant, faire part de leurs souhaits. Je reviens aux raisons d'admission en EMS. Je me posais la question, est-ce qu'elles vont changer à l'avenir? Est-ce qu'on va vers une certaine homogénéité, hein? Les personnes seront de plus en plus âgées, de plus en plus atteintes de leur santé, ou quand même, est-ce qu'il n'y aurait pas des mouvements qui amènent une certaine diversité? Là aussi, on a déjà fait allusion aux migrants, donc des personnes d'autres cultures, mais aussi des personnes plus vulnérables qui ont probablement besoin d'assistance plutôt que les personnes qui sont nées et ont vécu ici. On a cité les personnes avec handicap congénital qui atteignent de plus en plus l'âge de la retraite, qui survivent à leurs parents, donc il faut prévoir aussi une prise en charge pour elles. Des personnes qui développent une maladie de type Alzheimer à un âge relativement jeune, des anciens toxicomanes, là aussi il y a des effets de génération, il y a des personnes qui ont survécu à ces comportements et qui nécessitent parfois d'une prise en charge. Donc en général, des personnes qui ont une vie difficile, qui ont cumulé les désavantages, parfois on les appelle des cas sociaux, qui nécessitent une prise en charge continue. Ça va être un défi, ce l'est déjà, hein, vous connaissez mieux que moi, un grand défi de faire coexister sous le même toit des personnes aux profils si différents et aussi appartenant à des générations si diverses. Hein. La centenaire que l'on voit dans la presse devant un gâteau entouré de la direction de quelques membres de la famille, des autorités communales, elle a peut-être 35 ans de plus que le jeune ex-toxicomane qui vient d'entrer en EMS. 35 ans, hein, il se pourrait que la centenaire a des enfants probablement plus âgés que l'autre. Si on retourne au schéma d'avant, vous voyez les époques différentes qu'ils ont traversées. Donc c'est des défis, mais aussi peut-être une opportunité, une occasion de nous rappeler que les EMS sont des lieux où l'on prodigue des soins, des lieux où souvent on termine sa vie, mais aussi et surtout des lieux de vie, des vies avec leurs multiples visages et leurs parcours divers. Je vous remercie. On le voit, hein, vous l'avez très très bien démontré, au fond, cette situation où l'entrée en EMS va se faire de façon beaucoup plus tardive, avec aussi un état de santé qui sera beaucoup plus complexe qu'avant. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe en termes de planification et de politique au niveau des autorités, puisqu'au fond, on vient, c'est clair, un lieu de vie, mais bientôt, quand même, on va plutôt inciter sur le M des EMS, c'est-à-dire plutôt vers une médicalisation. Et là, on a quand même un paradoxe au niveau des dotations et de la possibilité de faire front à toute la complexité, d'après vous. Oui, je pense déjà depuis un certain nombre d'années, les EMS, en quelque sorte, ils payent le prix du succès de la politique de maintien à domicile. Cela dit, lorsqu'on voit les stands présentés ici, lorsqu'on connaît, comme vous évidemment, ce qui se fait dans les institutions, l'envie est de se dire chapeau, malgré les changements, malgré les représentations aussi, relayées parfois dans la presse, dans le sens commun, on arrive quand même à en faire des lieux de vie, sans oublier que effectivement la moitié, je pense, des personnes qui entrent en EMS décèdent au cours de la première année. La durée de séjour est de plus en plus réduite, donc c'est des choses que l'on connaît très bien. Ouais. Et en termes d'architecture, ça va nous poser des problèmes aussi, parce qu'on va probablement, à un moment donné, devoir faire front à des demandes en termes de plateaux techniques et autres. Alors là, aujourd'hui, je me suis concentré sur les personnes, sur les individus. Vous savez très bien, on l'a aussi vu avec la première conférence, qu'au niveau des structures, les choses changent aussi très rapidement. Donc l'idée de vraiment rompre avec cette dichotomie, le domicile, l'institution, mais de mettre en réseau plusieurs services, des EMS qui s'ouvrent, qui offrent des prestations à la population qui réside à domicile, d'essayer d'accompagner des personnes
pendant tout un parcours qui ne commence pas au moment du déménagement, au moment où ils franchissent la porte de l'EMS. Par rapport au maintien à domicile, hein, vous l'avez dit dans votre conférence, que bon, les gens restent beaucoup plus longtemps à domicile, et puis on est déjà à ce jour confronté à des entrées en EMS avec des besoins qui sont compliqués à gérer. Il y a la solitude, la dépression de la personne âgée, et puis là, en exemple, des problèmes sur l'addiction avec l'alcool, où déjà les équipes d'encadrement et de soins sont confrontées à des problématiques plus complexes pour ces résidents. Donc effectivement, ça demande déjà maintenant, et on est déjà un tout petit peu à la traîne, de se préparer à accueillir ce type de personnes. Oui, aujourd'hui au Tessin, la majorité des personnes dépendantes sur les activités de la vie quotidienne, par exemple, résident déjà à domicile. Hein. On a une légère minorité qui est prise en charge en EMS. Lorsque j'ai réalisé ma thèse de doctorat, je m'étais intéressé à la transition à l'entrée en institution. C'est des données qui datent malheureusement, donc il faudrait remettre au jour tout ça. Mais ce que j'avais pu montrer, c'est qu'il y avait deux raisons qui expliquaient une bonne adaptation de la personne au niveau cadre de vie. D'une part, c'était d'avoir pris elle-même la décision, en tout cas d'avoir eu l'illusion d'avoir participé à la prise de décision. Et deuxièmement, s'adapter mieux ceux qui entraient un petit peu avant, qui n'attendaient pas trop. Évidemment, c'est un paradoxe parce que ça va contre et les volontés de la plupart des personnes âgées et aussi contre les choix politiques, aussi tout simplement la disponibilité de place. Je t'en prie. Dit, hein, on devra probablement modifier notre prise en charge. Qu'est-ce que vous pensez des robots dans les EMS? Non, je suis aussi... j'ai vu à des congrès internationaux de gériatrie des démonstrations de... Souvent, c'est des Japonais qui arrivaient avec le robot qui fait l'animation, qui fait chanter les résidents. Peut-être je suis une trop vieille génération déjà, ça me fait peur, ça me laisse perplexe, mais je ne sais pas ce qui va se passer lorsque non seulement ceux de ma génération, mais ceux qui viendront après arriveront dans la grande vieillesse. Je ne me permets pas de faire des prévisions. È un piccolo pensiero che mi è venuto ascoltando quando lei ha fatto la domanda: le persone quali saranno gli anziani che entreranno nelle case anziani nei prossimi anni? Saremo noi. Mi sembra ancora abbastanza giovani, ma sì, effettivamente. No, ma se noi guardiamo quello che lei ha detto, il futuro, chi è che entrerà? Allora, saremo poi noi. Adesso non lo so, probabilmente ci saranno... Se parliamo dei giovani anziani, di chi sta andando in pensione adesso, sicuramente. Io non sono così sicuro che, insomma, non vorrei fare delle gaffe, ma ho l'impressione che siamo un po' della stessa generazione. Io non lo so se ci arriveremo, come ci arriveremo, ma tra 40 anni, se ci saranno ancora delle case per anziani, come saranno organizzate, questo non lo so. Sicuramente i residenti di domani sono i giovani anziani di oggi, questo sicuro. Voilà, en tant que président de la RODEPS, mais surtout au nom de notre association, l'association romande des directeurs romans et tessinois, je voudrais vraiment sincèrement vous remercier pour d'avoir accepté déjà l'invitation et pour votre conférence. Donc je vais poser ça, je vais vous le donner tout de suite après. Je mets là, voilà. Et puis c'est justement ce type de manifestation et de rencontres et de conférences comme vous l'avez fait qui nous permet de faire des liens justement et de créer des synergies entre nos associations, nos cantons. Et puis ce qui nous réconforte surtout d'une certaine manière, c'est pour voir qu'on a aussi tous les mêmes préoccupations de pouvoir encadrer, accompagner nos aînés d'aujourd'hui et de demain. Et puis, il a été noté ce matin lors de le début de la manifestation, 3 éléments qui sont très porteurs de sens.
sur la solidarité, pardon, aussi l'inspiration et surtout l'échange, qui sont nos valeurs communes, et puis qui renforcent justement ces synergies. Et pour le renforcement de ces synergies aussi, nous avons eu en dernière minute la possibilité de traduire en italien. Vous le retrouvez en bas si vous allez au petit stand, juste à l'entrée, en face justement du petit stand de la Dicasi aussi. Voilà notre brochure sur toutes les compétences, je ne vais pas l'ouvrir ici, mais sur toutes les compétences que doit avoir un directeur de MS pour pouvoir accompagner ses résidents, mais aussi son personnel, et le maintenir formé. Et vous avez tout ce qu'un chef d'orchestre doit pouvoir gérer et organiser dans cette brochure que je vous remets, avec le merlot d'autres cantons. Voilà, je vous le donne comme ça. Voilà, en tant que remerciement pour votre conférence. Un grand merci à vous. La brochure, il ne faut pas que j'oublie de vous donner la brochure. Et voilà, je vous remercie. Merci à vous. Merci aussi de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer à nouveau en français après quelques années d'italien.